Entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées, au pied de la colline de Chaillot, l'avenue Montaigne, naguère si paisible, est aujourd'hui sillonnée de voitures de toute provenance qui déposent sous ses ombrages les élégantes du monde entier. Elles viennent confier le soin de les parer à celui en qui elles ont trouvé leur allié le plus précieux. L'homme dont le nom, pour elles, comme pour la duchesse de Windsor, évoque tous les prestiges de la haute couture française, Christian Dior. Lorsqu'au printemps de 1947, Christian Dior lança la mode Corolle, baptisée depuis New Look par l'Amérique, on parla de coup de foudre, de coup d'État, de révolution. Révolution? Non. Simple retour à la norme, au bon sens. Désir de voir les femmes faire peau neuve, retrouver une silhouette vraiment féminine. Et c'est ainsi que grâce à Christian Dior, la jupe s'allonge, la taille s'affine, le buste se précise. C'est dans cette calme retraite de l'Île-de-France que Christian Dior conçoit la plupart des modèles qui iront porter à travers le monde le témoignage de la pérennité du goût français, de la mesure, de l'élégance qui sont l'apanage de la couture française. Est-ce au contact de la nature, dans ses promenades au bord de l'eau, que Christian Dior puise la fraîcheur d'une inspiration toujours renouvelée, d'une grâce et d'une variété inimitables? Sa méditation a dû être féconde, car aussitôt de retour, le voilà qui va se mettre au travail. Se souvenant qu'avant d'être couturier, il s'est occupé de peinture et a été dessinateur de mode au Figaro, c'est armé d'un crayon que Dior précise les thèmes essentiels de sa collection, thèmes qui serviront de base à des variations infinies. Ce croquis emprunte au ciseau de la couturière sa ligne aiguë et subtile. Il est ensuite confié à l'atelier où l'on en reporte les proportions sur une toile. On procède à l'opération délicate de la coupe. On assemble les panneaux du motif principal. On les met en place sur un mannequin de bois dont les formes ont été complètement remodelées par Dior. Puis la toile entièrement bâtie est présentée sur un mannequin vivant, cette fois au patron, dont l'œil a vite fait de déceler les modifications à apporter. Ici, une épingle rétablit un équilibre. Là, d'une main hardie, Dior ouvre un corsage afin de mettre la gorge en valeur. Il cherche, hésite, essaie un mouvement, puis un autre. Oui, décidément, le décolleté en corbeille est plus saillant. Et voici le modèle enfin réalisé, en drap noir, rehaussé de gros grains. Il est baptisé Dandy, mais il ne saurait se passer de l'indispensable chapeau, création de la maison, sans lequel une robe est incomplète. Ce n'est pas mal. Un peu de recul pour juger de l'ensemble. Ce n'est pas mal du tout. Le patron a l'air satisfait. Et il parcourt son œuvre d'un regard minutieux qui, partant de la tête menue, s'arrête au moindre détail et descend jusqu'au bas de la jupe fuselée. Mais de même qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, une robe ne fait pas une collection. Il faut songer à en créer au moins 170 autres. C'est au tissu que Christian Dior demande parfois l'inspiration. Une matière, un coloris le séduisent, et le voilà en quelques minutes lancé dans une improvisation où il donne libre cours à sa fantaisie. Sous ses doigts agiles, le taffetas ploie, se fronce, se casse, s'enroule. La manche bientôt s'esquisse. À l'essentiel maintenant, le drapé de la jupe. Car selon Dior, la première chose à laquelle une femme doit penser, c'est à sa silhouette. Et ce qui, il y a un instant encore, était une nappe de soie amorphe, prend soudain une forme, et déjà le corsage est caractéristique. Dans les 15 ateliers que comporte la maison Dior, 700 cousettes s'emploient activement à l'exécution des modèles créés par le patron. Celui-ci sait que ses moindres indications seront respectées. Ici, tout le monde travaille dans une confiance et une admiration réciproque, car si les ouvrières s'émerveillent du génie inventif de Christian Dior, ce dernier ne tarit pas d'éloges sur le talent de ces femmes aux doigts de fée. Ce n'est donc pas pour mener son personnel à la baguette que Christian Dior a toujours une badine à la main. Cette badine est uniquement pour lui un moyen de toucher du bois de façon permanente, car il est superstitieux. Avant l'achèvement des modèles de la collection, Christian Dior leur fait passer la revue de détail. Il sait, mieux que quiconque, imprimer d'un doigt léger à un parement le retombé nonchalant qui en assurera le chic.
Ici, c'est un arrondi qui demande à être rectifié. Là, un blouson qui manque de souplesse. À la suivante. Tels des conscrits en instance de conseil de révision, les mannequins attendent leur tour de comparaître. Non, cette ceinture ne convient pas, qu'on en essaie une autre. Ah, décidément, ça ne va pas du tout. Et bien entendu, c'est sur la jupe que doit se porter la ceinture. Il n'est pas jusqu'aux écharpes que Christian Dior ne prenne le soin de draper lui-même. Ses mains vont, viennent, luttent avec la couleuvre de foulard, et la nouent en lui imprimant un air faussement négligent. Mais quelle recherche dans cette prétendue négligence? Inlassablement, Christian Dior examine, formule des critiques, reconstruit un modèle. Puis il modifie ses croquis. Mais l'heure est venue de réparer ses forces. Dans le studio, promu en salle à manger, Dior déjeune avec ses principales collaboratrices. L'élégante Madame Bricard, qui préside aux destinées du rayon de mode, la charmante Mademoiselle Le Bidois, chargée des relations avec la presse, la compétente Madame Linslière, qui dirige la fabrication, et la souriante Madame Luline, qui a la responsabilité des salons et dont l'autorité plane sur le bataillon des vendeuses et des mannequins. Mais déjà, il faut se remettre à l'ouvrage et confronter les croquis avec leur réalisation. Le costume d'écolier de l'oncle Charles, dont le portrait ornait sa chambre d'enfant, a inspiré à Christian Dior cet ensemble, qu'en souvenir du poétique collégien immortalisé par Alain Fournier, il a baptisé le Grand Maulne. Tout est matière à trouvailles pour un couturier doué d'imagination. Pourquoi sa rêverie ne transformerait-elle pas un melon en une ample jupe qui, en se déployant, évoque les côtes d'un succulent charentais? C'est la robe maraîchère. Christian Dior a beaucoup voyagé. Peut-être, tandis qu'il se rendait en Espagne, a-t-il été frappé par la silhouette des bergers pyrénéens. En voici une transposition, exécutée dans un lourd et lisse satin, le manteau Pisanel. Encore un souvenir d'Espagne, mais littéraire cette fois. Les fameux moulins à vent contre lesquels se battait Don Quichotte, les voici faisant tournoyer leurs ailes légères. Mais aussi illusoires que ceux du chevalier à la triste figure, ce ne sont que d'ingénieux panneaux sur la robe moulin à vent. Enfin, les invitations sont lancées. Précieux ces âmes que se disputent les coquettes, anxieuses de connaître la couleur et la forme qu'empruntera leur beauté cette saison. Le grand jour est arrivé. Derrière la féerique robe Vénus, pénétrons dans le sein des saints. Le défilé commence. Le modèle qui inaugure la collection se nomme Christian Bérard, en hommage à l'artiste prématurément disparu qui fut l'ami des premières heures et ne cessa d'encourager Dior à s'engager dans la voie où celui-ci devait remporter tant de succès. Puis voici Pastoureau, tenue parfaite pour la ville. Alliance, douillet et confortable. Jeu de société, où nous retrouvons l'influence du melon. Un autre manteau pour affronter l'hiver, Tour de France. Tenue de prédilection de la Parisienne, voici Boîte Boulogne, un tailleur d'une sobre élégance. Pour les réunions de fin d'après-midi, les dîners au restaurant, Dior présente Cri de Paris, où le velours se marie au satin. Medianoche, fait d'un somptueux brochet. Portrait, d'allure si juvénile. Les spectatrices, l'air faussement blasé, scrutent chaque modèle avec une attention passionnée. Hommage à un autre grand artiste, voici la robe Matisse, dont le rouge rappelle la vibrante tonalité de certaines toiles du maître de Cimier. Encore une robe rouge, aux larges manches, bamboche, couleur de Beaujolais nouveau.
Les messieurs ne restent pas indifférents devant tant de splendeur. Cette robe scintillante semble surgie des gisements précieux dont elle porte le nom, Altaï. Et de nouveau, en souvenir de ses premières amours, c'est d'un nom de peintre que Christian Dior désigne cette robe, Picasso. La rose fantasque nichée au creux de l'omoplate est tout à fait dans le style du célèbre catalan. Ces jeunes étudiantes danoises venues s'initier au secret de l'élégance parisienne doivent se croire dans le palais des 1001 nuits. Et pour chacune de ces nuits de Paris, de Londres, de New York, voici Bergamasque, dont un jupon de tulle exalte l'ampleur. Puis une adaptation pour le soir de la ligne ciseaux, suprêmement discrète et raffinée. Elle semble d'emblée remporter le suffrage de cette cliente. La blancheur de l'hermine est mise en valeur par une robe noire dans l'ensemble petit ours. Tout indiqué pour les soirs de gala au bord de la Baltique, n'est-ce pas, mademoiselle? Enfin, se succédant, telles les fusées d'un feu d'artifice, apparaissent la vie en rose, aux drapés savants. Bergamasque, qui tient à participer à l'apothéose. Junon, toute rutilante des feux de ses paillettes multicolores. Météore, aux reflets changeants. Et enfin, l'emblème de cette collection, ciseaux. Ainsi, chaque saison, Christian Dior offre à ses clientes la somme de ses rêves, de ses recherches, de son labeur, et leur permet de justifier les vers du poète. Qu'autre que vous soit désiré, qu'autre que vous soit adoré, cela se peut facilement. Mais qu'il soit des beautés pareilles à vous, merveille des merveilles, cela ne se peut nullement.